Au mois de juin 1944, l'opération Overlord a débuté avec nos alliés américains, anglais, etc. Cette arrivée massive, 176 000 hommes qui vont débarquer sur les côtes de Basse-Normandie, prendre les points forts de Caen, de Falaise, de Saint-Lô, contourner la plaine de Caen, revenir vers l'estuaire et s'arrêter à la Seine pour franchir la Seine et prendre le Havre. Les civils, malheureusement, sont toujours au centre des combats. Donc c'est aussi une des raisons qui a conduit le mémorial de Caen à proposer ce thème ici à Falaise. Alors c'est vrai que la guerre est loin maintenant, que les survivants de l'époque, les gens qui ont vécu la guerre, il n'y en a plus beaucoup de vivants. Mais le souvenir n'est pas effacé totalement. C'est des choses qui reviennent dans la conversation des gens encore aujourd'hui. Mais l'intérêt d'un mémorial comme celui de Falaise, c'est d'entretenir le souvenir de ces souffrances et que ces gens-là ne soient pas morts pour rien. Le mémorial de Falaise n'est pas un musée de plus racontant la bataille. C'est le seul musée au monde qui a choisi pour thème la vie des civils dans les guerres. Alors le jour du débarquement, évidemment, toute la nuit, on dormait sur la côte, au bord de la plage. Il y a eu des bombardements, il y a eu des tirs d'artillerie, on entendait les obus passer au-dessus de notre logement. Et à 4 heures du matin, on est monté dans le grenier, on a dit ça y est, il se passe quelque chose. La mer était recouverte de bateaux, mais alors c'est inimaginable le nombre de bateaux. Il y avait les bateaux qui tiraient, il y avait l'artillerie qui répliquait. C'était un feu d'artifice sur la mer. C'est dommage que c'était la guerre, mais la mer était magnifique de par l'illumination. Notre réaction, on a dit ça y est, c'est le débarquement. On était trop contents, on a eu tort parce qu'on l'a payé très chèrement. On est parti, on a eu peur à 7 heures du matin quand les premières barges de débarquement sont approchées de la côte. On a dit ça va mal se passer. On était 8 ouvriers, là on a pris le camion, on est rentré sur Caen. Évidemment on a croisé en route énormément de convois militaires qui montaient. On n'a jamais été mitraillés parce qu'on marchait évidemment dans le sens contraire des convois militaires et les avions qui arrivaient pour mitrailler les convois militaires, ils étaient attentifs parce qu'ils piquaient sur nous bien souvent. Ils voyaient sans doute qu'il y avait un camion français avec des civils, ils remontaient, ils faisaient des battements d'ailes pour nous dire bonjour. Et ils partaient, ils attendaient qu'on soit éloigné des convois, et ils faisaient demi-tour et ils mitraillaient les convois. Et on est rentré chez mon oncle à Colombelles. Au moment du débarquement, je travaillais à la ferme, j'étais commis de ferme. Et le 6 juin, on sentait bien que les Allemands étaient de plus en plus tendus, nerveux. Donc on sentait bien qu'il allait se passer quelque chose. Alors le matin du 6 juin même, nous étions donc à la ferme. Le ciel était rempli d'avions, hein. Il n'y avait pas une seconde, il n'y avait pas 4 chasseurs bombardiers au-dessus de nos têtes. Un roulement permanent de grosses explosions. Et pendant le déjeuner, 4-5 Allemands sont rentrés mitraillettes au poing. On nous a dit « faut du pain, faut du beurre ». Vous n'avez pas tellement de possibilité de dire niet. Hein. On coupe le pain en deux, on coupe le beurre en deux. Mon voisin a dit niet, il a eu une balle dans le plafond aussitôt. Alors c'était l'ambiance, hein, ça y est, on était en guerre. Et mes frères aînés qui repartaient planter des asperges à Rommel en passant à Saint-Pierre-sur-Dive, ont croisé une quinzaine de parachutistes canadiens qui étaient prisonniers. Donc c'était ça, l'ambiance du débarquement. Vous obéissez, sinon c'est la mitraillette. Et à la permanence, si vous êtes dehors, faites attention qu'il n'y ait pas un avion qui vienne vous mitrailler, parce que là, ça va être pendant 2 mois des mitraillages permanents sur les routes. À la ferme sont arrivés, dans la semaine qui a suivi, une cantine, c'est-à-dire des Allemands de 40 à 50 ans qui faisaient la popote pour les troupes qui étaient sur le front. Quelques jours après sont arrivées 2 compagnies de SS. Compte tenu que les Allemands exigeaient qu'on soit à leur service, mon père a pris une décision et m'a dit « Toi le gamin, c'est toi qui t'occupes des Boches. Je ne veux pas que tes frères aient de rapport avec les Boches. » Donc j'ai été pendant 2 mois et demi au service des SS. Que les SS, s'ils venaient à la maison, c'était pour exiger qu'on leur donne du beurre, du fromage ou jouer au billard. À part moi, qui avait des conversations avec un jeune SS, les aînés n'avaient jamais de conversation avec les SS.
Les SS de chez nous, ils avaient besoin de nous pour manger. Les SS de l'extérieur, quand ils venaient chez nous, c'était pour voler. Et puis s'il fallait tirer à la mitraillette, on tirait à la mitraillette. Par contre, nous avions de très bons rapports avec la Wehrmacht. On a eu 2 cantines Wehrmacht. On n'était pas forcément, nous, ennemis. Et certains gars de la Wehrmacht n'étaient pas forcément ennemis avec nous. Et on en avait conscience. Et j'ai jamais vu les gens de la Wehrmacht parler aux SS, j'ai jamais vu les SS parler à la Wehrmacht. Le soir, à 8h, les gars des SS entraient chez eux, et à 9h, les gars de la Wehrmacht venaient boire le café à la maison. Moi, j'ai vu des soldats allemands se faire tuer à coups de ceinturon par des SS, pour une désobéissance. Le 6 juin 1944, après ce premier bombardement allié, et il n'y en a pas qu'un le 6 juin, il y en a 3 ou 4, la journée du 6, les troupes d'occupation allemandes ordonnent aussi aux populations civiles de quitter Caen. Je dis aussi parce que bien sûr les Alliés le font également. Il faut savoir que les Alliés nous bombardent, mais bien sûr donnent aussi des avis. Quelques heures avant le bombardement du 6 juin, il y a des tracts qui sont lancés sur la ville de Caen, entre autres, et sur d'autres villes du Calvados, pour dire aux populations de quitter les villes, conjointement aux Allemands. On avait vécu l'évacuation de 40. Mon père a dit, oh là, quand les combats vont arriver ici, il ne faut pas aller sur les routes, avec l'aviation qui amène là. Donc on avait des très bonnes tranchées dans un talus, et avec des fagots et de la terre dessus. On était, un obus pouvait tomber sur les murs, on craignait peu de choses. Mais 2-3 jours avant la libération, les Allemands montaient au renfort, et ils n'avaient plus de camions, ils avaient été mitraillés, et ils ont piqué tous les chevaux de la ferme pour monter les canons anti-chars. Et il restait 2-3 vieux chevaux à la ferme. Mon père dit, bon, ben, vous allez coucher dans les bois. Vous ne rentrez plus à la ferme parce qu'ils vont en prendre les 3 derniers. Le soir, j'étais prêt à partir avec le panier repas, et un Allemand m'appelle, il me dit « Michel, comme hier ». Il m'appelle, et en allemand, il me dit « Ne crains rien, ils prennent pas de chevaux ce soir ». Ben, je lui dis « Tant que chaîne ». Et en partant, tout d'un coup, je lui dis « Achtung !» Je vois 6 Typhoon. Typhoon, c'est des chasseurs avec des fusées qui perforaient les chars. Et donc, tout d'un coup, ben, tout se met à péter, et l'Allemand me prend dans ses bras, il me jette derrière le tas de fumier. On s'est caché, et puis ben, on a pris 36 torpilles, on voltigeait dans tous les coins. Quand les avions sont remontés, on est couru à la tranchée, mais là, j'ai pas pu rentrer dans la tranchée parce qu'elle était pleine d'Allemands. Donc on s'est couché dans l'herbe pour le deuxième passage. Mais le deuxième passage, ils ont tiré au canon de 20 mm. Et on a vu de la fumée qui sortait d'un bâtiment, on y est allé, et on a vu 2 Allemands. Et eux, une des roquettes était rentrée dans une faneuse, ils couchaient derrière, ils étaient blessés, les Allemands, ils pleuraient. Les civils se retrouvent sur les routes en plein milieu des combats. Là, c'est pas à 40 km des combats, c'est en plein milieu des combats. Les civils, malheureusement, sont sous les bombes. C'était quasi impossible de voyager à part la nuit. Constamment, hop, les avions nous piquaient dessus pour voir qu'est-ce que c'était. Il y a eu énormément de civils de tués. Quand ils mitraillaient les voitures sur la route, ben, si on n'était pas loin, on prenait des balles aussi. C'était un jour qui était à peu près calme, il n'y avait pas de bombardement, ou beaucoup moins. On avait 5 km à faire pour joindre Mondeville. Sur la route, le long de l'Orne, on entend siffler un obus. On s'est mis à l'abri derrière le talus. Et on a attendu un petit moment, on s'est relevé, il avait tombé sur l'autre rive de l'Orne. On se relève avec mon oncle, et je dis à mon oncle, je dis, mais dis donc, il n'a pas tombé loin celui-là. Il y en a un autre qui est arrivé à nos pieds. On n'a pas entendu siffler celui-là. Ma fiancée était un petit peu plus loin, mon oncle était là, ma cousine était là. Plein milieu de nous, il est tombé cet obus. Alors évidemment, j'ai été blessé, moi je suis revenu avec moi, je ne sais pas combien de temps après, j'avais les pieds dans le trou de l'obus, et ça hurlait autour de moi, forcément, il y avait mon oncle, ma cousine, et ont été tués sur le coup, ma fiancée. Pardon. Ma fiancée criait, j'ai essayé de la relever comme je pouvais, et sa jambe était restée sur le sol. Pas de secours forcément, et on était à 1 km des abris des roches. Il a fallu que je parte sur une jambe parce que j'avais un éclat d'obus dans la jambe. J'avais la figure criblée du goudron de la route. J'ai des éclats un peu partout, j'en ai encore dans la main, j'en ai encore dans la figure.
Il a fallu que j'aille chercher du secours. Je suis arrivé dans les premières maisons de Mondeville. Ils avaient une défense passive, ils avaient une camionnette qu'ils avaient aménagée en ambulance. Et la camionnette est venue nous chercher. Elle est repartie chercher les autres. Ils nous ont emmenés à l'hôpital du Bon-Sauveur pour nous soigner. Moi, j'ai été soigné. Je ne savais pas ce que étaient devenus les autres. Je suis resté 3 jours et le frère de ma fiancée est venu me chercher parce que quand on était bombardé, dans la salle où j'étais couché en face d'une fenêtre qui était surélevée. Ça bombardait, des éclats d'obus passaient dans la pièce. Il y a eu des tués et des blessés même dans la pièce. Et le frère de ma fiancée est venu me chercher pour me ramener aux abris des Roches. J'ai continué à être soigné avec 9000 occupants de ces abris. Il est arrivé, bien sûr, un ordre d'évacuation. Et moi, j'ai rejoint mes parents à Saint-Pierre-Canivet. Et là, je suis resté avec mes parents jusqu'au début août. Et puis, hors d'évacuation, on est reparti. On a pris la direction de Falaise, Chambois, et on est arrivé à Moissy. Un petit patelin qui nous semblait bien. On a dit, tiens, on va être tranquille ici, on va rester ici. Cette période, donc juin, juillet, août, donc période de la bataille de Normandie, les civils sont au centre de combats, avec un occupant qui résiste et des libérateurs en face qui canardent. La libération, les camions des cantines commençaient à se tailler. Je me rappelle, ils sont passés de travers entre la grange et l'écurie. Ils ont resté coincés, ils ont cassé les côtés du camion à coups de masse, tellement ils avaient peur. C'était vraiment la panique. Les SS étaient partis plus de 3 jours. Et je monte dans le grenier de la maison, qui était très très haut, et je regarde dans la plaine en face, et là j'ai compris qu'il y avait des combats. Alors, voir des combats, c'est voir de la fumée, de la poussière et entendre du bruit, c'est tout. Hein, on voit rien, c'est tout noir. Et à ce moment-là, on commençait à entendre les balles ricocher sur les toits. Ouais. Donc les soldats étaient déjà descendus sur le pont au pied de la Nive. Donc tous les Allemands commençaient à se tailler. Hein. Alors les obus commençaient à tomber, les gens n'avaient pas peur, les gens venaient sur la route regarder les obus tomber, et puis on regardait les balles des mitrailleuses passer. Les combats, c'est bête, ça fait pas peur. Jusqu'au moment où il y a 2-3 obus qui tombent un peu plus près, alors là tout le monde se taille. Et puis ça a été le calme jusqu'à 5 h du matin, et là on a commencé à entendre les chenilles de chars. Et tout d'un coup, on a vu 2 chenillettes arriver. Et les chenillettes étaient des chenillettes anglaises. Et les soldats n'étaient pas des Tommy, mais des Polonais. C'était les Polonais qui avaient réussi à traverser la Dive pendant la nuit. Donc on est parti avec eux. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'on les suivait. Et puis ils ont gueulé après nous en disant « Mais c'est pas bien, il y a encore peut-être des mitrailleuses allemandes dans le coin. » C'est l'euphorie quand vous êtes libérés. Vous êtes inconscient. Combien de civils sont fait tuer bêtement comme ça? On est allé voir au pont où ils s'étaient battus. Et là, j'ai vu des chenillettes comme celles les Braine-Carrière qui étaient brûlées. Il y avait des Polonais qui parlaient français. Il commençait à y avoir aussi quelques Canadiens qui nous ont expliqué qu'un soldat avait été tué. La tombe était là. Qu'un autre blessé était parti à Bayeux et qu'un brûlé était parti en Angleterre. Et depuis, j'ai fait des recherches et j'ai retrouvé les 1200 soldats polonais tués. Et ces 2 soldats sont morts. Un est enterré à Bayeux et l'autre en Angleterre. Falaise a été pris le 17 août, le train a été pris le 18 août. Et alors, à partir de ce moment-là, ils avaient fait une manœuvre d'encerclement et ces 100 000 Allemands étaient bloqués dans un couloir de 3,5 km. Donc on était sous ce pont pendant 3 ou 4 jours et on était là dans ce couloir avec les Allemands qui commençaient à évacuer pour se mettre à l'abri. Ils ont pris notre place, on est sorti du pont et on est parti dans une petite grange avec toute ma famille, on était 9. Mais les obus arrivaient de partout. Les obus nous arrivaient de Chambois. Alors on s'est dit une chose, dans la première pièce, il n'y a qu'un mur. Si on se mettait dans la deuxième pièce, il y aura un premier mur, et un deuxième mur, on sera plus à l'abri. Et on a bien fait. Ça faisait une demi-heure qu'on avait quitté cette grange. Il y a un char qui a explosé derrière, il y a un morceau de chenille qui a volé sur le toit. Il a défoncé le toit de la grange
Mais il n'a pas défoncé le toit de l'autre pièce. On a été dans cette pièce pendant 4 jours, sans pouvoir sortir, sans pouvoir se laver, sans manger. On faisait nos besoins dans le coin de la pièce, à 9 personnes. On a eu dans cette pièce des Allemands qui sont venus. Il y en avait un il y avait un éclat d'obus dans la poitrine. Il voulait qu'on l'achève. Il est mort dans notre pièce. On était devenus tous comme des fous là-dedans. Ah oui, ça. On n'existait plus, je ne sais pas. Quand on est sorti là, partout ici, le champ là en face, c'était des cadavres, Ah oui? Des chevaux morts. Il y a énormément de chevaux ils faisaient une chaleur épouvantable. Ils éclataient. Ça sentait mauvais. C'est indescriptible, on ne peut pas croire. Et il est arrivé par le petit chemin un soldat. Il nous a mis en joue parce qu'il a été surpris de nous voir là. Excusez-moi, à chaque fois que j'en parle, on l'a tous embrassé. On s'est embrassé. C'était la délivrance. Des bombes, on en retrouve encore. Il y a quelques années, on a trouvé une bombe de 500 kg qu'il a fallu traiter avec des démineurs. En Normandie, il est mort à peu près 20 000 civils entre la date du débarquement, donc 6 juin, et la fin de la bataille autour du 25 août. Là encore, on ne focalise pas uniquement sur l'exemple falaisien, normand, français, mais bel et bien mondial, international. Évidemment, quand on compare ce chiffre de 20 000 victimes civiles en 90 jours à, par exemple, la bataille de Stalingrad sur le front Est, qui fait 50 000 victimes en 2 semaines, il y a évidemment des différences quantitatives. La population qui a le plus souffert en termes de pourcentage, c'est la Pologne, puisqu'on est presque à 20%. Ce qui compte ici, ce que l'on veut nous montrer, c'est cette addition. Une famille entière qui disparaît sous les bombes dans une cave à Caen parce qu'elle s'est réfugiée dans une cave pensant qu'elle allait échapper au bombardement. Une famille chinoise à Nankin massacrée par les troupes japonaises qui pensent avoir été à l'abri. Le sort, au final, le drame, il est le même. C'est ce que l'on veut donc ici marquer et montrer à nos visiteurs.